Les gouvernements burkinabés et ivoiriens évaluent la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le Conseil conjoint de gouvernement a examiné 28 accords et protocoles, en a signé 26 et a fait des recommandations en vue du renforcement de cette coopération, et cela en prélude au 4e sommet du traité. Nous aurons deux invités dans ce journal. Il s'agit du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale du Burkina Faso, M. Yepene Djibril Bassolé, et nous recevrons ensuite le ministre ivoirien de la Culture. Et puis Kofi Annan en visite au Burkina Faso dans le cadre de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. L'ancien secrétaire général de l'ONU et président du conseil d'administration de cette organisation a constaté ce matin des réalisations à Nagrango et échangé avec les populations de la localité. C'est le menu de l'actualité dans ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Le Conseil conjoint de gouvernement Burkina Faso-Côte d'Ivoire a examiné 28 accords et protocoles dans le cadre de la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Les deux gouvernements ont signé 26 accords et protocoles. Les deux autres seront soumis au chef d'État demain au 4e sommet du TAC. Les deux parties se disent satisfaites de la mise en œuvre du traité. Jusque-là, Jacques Lamissa Tarpaga a suivi la fin des travaux pour nous. Des 28 accords et protocoles d'accord, 26 ont été signés. Les deux autres le seront à la 4e conférence au sommet par les deux chefs d'État. Dans chaque domaine de coopération, les ministres concernés de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso apposent leur signature. Il s'agit entre autres de la gestion des ressources en eau, des ressources forestières et fauniques, des accords sur la jeunesse et l'emploi, l'industrie, le commerce ou encore la justice. De Yamoussoukro en 2013 à Ouagadougou en 2014, les choses ont évolué. Nous constatons par rapport au 3e sommet qu'il y a des avancées importantes. Moi, je retiendrai entre autres, disons qu'élément, le fait que demain sera signé le dossier, l'accord cadre concernant la rénovation de l'axe du chemin de fer Abidjan-Kaya et ensuite Kaya-Tambao à construire. C'est un élément très important de coopération qui va permettre de redynamiser donc la coopération entre Yamoussoukro et Ouaga. La deuxième chose que moi je note et qui me semble aussi être important, c'est la décision prise ensemble concernant l'augmentation de la fourniture d'électricité au Burkina Faso. Vous savez que nous avons retenu de passer de 70 MW à 80 MW et surtout que les deux ministres ont arrêté ensemble, disons, de proposer au niveau donc des deux gouvernements la possibilité de mutualiser les efforts pour la construction donc, de centrales thermiques ou hydrauliques ensemble. Je crois que c'est une avancée très importante qu'il faudrait donc noter à ce niveau. Bon, on peut ajouter bien sûr d'autres secteurs, mais je pense que même si on retenait que ces deux-là, c'est important, il y a 26 chantiers qui ont déjà fait l'objet de signature, 2 autres chantiers qui vont venir. Je pense que c'est la détermination fondamentale, disons qu'entre nos deux présidents, le président Blaise Compaoré et le président Alassane Ouattara, qui pousse vraiment cette coopération. Et je crois que c'est pour le bénéfice donc, de nos États. Les deux gouvernements burkinabés et ivoiriens se donnent les chances de mener à bon port le traité d'amitié et de coopération et le répondront ainsi aux attentes de bien-être et de développement des populations ainsi que des deux pays. C'est l'enthousiasme que j'ai perçu de part et d'autre. Et 28 accords, donc plus précisément 27 vraiment qui nous concernent, si on met de côté l'accord concernant le chemin de fer, c'est tout un travail de coopération entre les ministères techniques. Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'exemples de cette nature en Afrique et je pense que nos deux chefs d'État ont bien fait de nous donner cette orientation. Aujourd'hui, il s'agit pour nous maintenant donc, de nous assurer que les accords qui ont été signés seront effectivement mis en œuvre, j'ai un doute point, puisque lorsque nous avons évalué les accords signés l'année dernière à Yamoussoukro, tous ces accords ont pratiquement été mis en œuvre, sauf une ou deux. Mais je pense que d'ici l'année prochaine, ceux qui n'ont pas pu faire l'objet d'une entente le sera très prochainement. Le terrain est donc balisé. Ce 31 juillet, le président du Faso, Blaise Compaoré, et son homologue ivoirien Alassane Ouattara donneront les instructions nécessaires pour plus de réussite du traité d'amitié et de coopération Burkina Faso-Côte d'Ivoire.
Voilà, et pour parler de la mise en œuvre de ce traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui a été signé en 2008 à Ouagadougou, nous recevons notre premier invité de ce soir. Il s'agit du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale du Burkina Faso, M. Yipene Djibril Bassoulé. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Voilà, Monsieur le ministre, on vient de voir un conseil conjoint de gouvernement qui s'achève avec des promesses, en tout cas, du renforcement de ce traité-là qui va participer, en tout cas, à l'épanouissement des populations, des peuples des deux pays. Et vous, quel point vous pouvez faire de ce traité qui a été signé depuis 2008 dans le domaine de la collaboration avec la Côte d'Ivoire? Quel point on peut faire de ce traité? D'abord, il faut se féliciter du fait que régulièrement, depuis la signature de ce traité d'amitié et de coopération en 2008, les conférences au sommet se soient tenues régulièrement. Et vous vous souviendrez que 3 décisions extrêmement importantes ont été prises. Et le Premier ministre Kablan Denkan vient de les rappeler. Et je pense que pour la construction de l'autoroute entre Abidjan et Ouagadougou, nous pouvons déjà nous féliciter de ce que la partie ivoirienne a déjà fini le tronçon Abidjan-Yamoussoukro, et que la partie burkinabé a achevé les études de faisabilité avec le soutien financier de l'UEMOA. Il reste à présent à réunir les bailleurs de fonds afin que le financement puisse être bouclé et que les travaux puissent commencer. Au niveau de la fourniture en énergie, vous savez que le Burkina Faso a demandé et obtenu dans le cadre de ce traité un approvisionnement en électricité pour évidemment soulager d'abord nos populations des délestages intempestifs qui mettent les ménages mal à l'aise, mais aussi et surtout, et je pense que c'est la proposition qui a été faite par les ministres en charge de l'énergie, d'assurer un meilleur approvisionnement et une espèce d'autonomie de chacun de nos pays, de manière à ce que l'énergie électrique soit disponible et coûte relativement moins cher. La décision la plus importante que nous attendons demain, c'est celle qui est relative à la signature d'un accord tripartite entre les 2 États, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, et les 2 groupes, Pan-African Mineral d'une part et le groupe Bolloré de l'autre, pour la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et la construction du tronçon Kaya-Tambao. Évidemment, ces chantiers visent à rendre possible l'exploitation du minerai de Tambao et son transport jusqu'au port minéralier d'Abidjan. Voilà, demain, les 2 chefs d'État vont se réunir sous la forme d'un conseil de ministres conjoint pour faire d'abord une évaluation des différentes décisions qui ont été mises en œuvre, de constater l'état de notre coopération et de donner des orientations nouvelles. Alors, Monsieur le ministre, au-delà de ces grands projets que vous venez de citer, que ce soit le projet de l'autoroute ou le projet de l'interconnexion, ce sont des projets d'intégration véritablement. Au-delà de ces projets-là, est-ce qu'il y a d'autres projets d'intégration? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres en perspective, mais je voudrais rapidement vous parler de deux décisions qui seront prises. La première, c'est la gestion des populations du mont Peko. Vous en avez certainement entendu parler. Des populations burkinabées et autres, ivoiriennes aussi, ont indûment occupé les réserves forestières. Et donc, il est question aujourd'hui de leur relocalisation. Mais compte tenu de la sensibilité de ces questions, les 2 gouvernements ont décidé de les gérer ensemble. C'est une approche tout à fait nouvelle. Des réunions préparatoires ont eu lieu. Il y a tout un plan de sensibilisation afin que celles qui le désirent puissent revenir au Burkina Faso et celles aussi qui sont déjà en Côte d'Ivoire puissent être relocalisées sur leur terre d'origine. Le deuxième dossier concerne le trafic transfrontalier et l'emploi des enfants mineurs. Aussi bien sur les mines d'or, dans le domaine de l'orpaillage traditionnel, que sur
les champs. Alors, nous voulons absolument, à la suite de ce que les premières dames ont signé comme convention, nous voulons mettre en œuvre ces décisions de manière à ce que nos partenaires puissent accroître leur coopération avec nous et éviter évidemment que les enfants mineurs ne soient abusivement utilisés sur ces chantiers-là. D'accord. Et au-delà de ça, on imagine qu'il y a d'autres grandes ambitions des deux pays, en tout cas dans le cadre de ce traité-là. Est-ce qu'on peut savoir dans le court ou moyen terme ce qui est prévu? C'est vraiment aller vers une intégration régionale économique réussie. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ambitionnent d'être l'épine dorsale de notre intégration sous-régionale. Les chefs d'État ont eu, de par le sommet de la CEDEAO, des missions. Le président Blaise Compaoré a la charge du dossier de la libre circulation des personnes et des biens et le droit d'établissement. Et le président Alassane Ouattara a la charge du désenclavement et du transport aérien. C'est deux chantiers extrêmement importants pour notre intégration. Des avancées significatives ont déjà été accomplies et nous voulons, à l'occasion de ce sommet et du traité d'amitié et de coopération d'une manière générale, donner le bon exemple dans la mise en œuvre de ces grandes décisions d'intégration sous-régionale. Monsieur le ministre, on sait qu'un projet comme ce traité-là, on a envie que ça marche, mais bien sûr que comme toute œuvre humaine n'est pas forcément parfaite, quels pourraient être les obstacles qui pourraient freiner vraiment l'avancée de ce traité-là? La volonté politique existe et je pense que c'est le plus important. Les deux chefs d'État ont affiché une volonté d'intégrer leur économie et d'anticiper sur justement les difficultés qui peuvent gêner le développement harmonieux de nos deux pays. Mais le fait déjà d'avoir institué ce traité d'amitié et de coopération et de tenir régulièrement les conférences au sommet est bien la preuve qu'il y a une dynamique qui est vraiment mise en œuvre et l'évolution de la mise en œuvre de ces décisions est très très positive. Je voudrais simplement dire qu'en Afrique, il me semble que c'est le premier exemple. Et nous souhaitons pouvoir l'élargir et le partager avec les autres pays de la sous-région pour atteindre nos objectifs d'intégration économique. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons parler maintenant, si vous le voulez bien, de cette tragédie, ce drame en tout cas qui a endeuillé toute la nation burkinabé, celui du crash de l'avion de la compagnie Air Algérie. Il est question à présent du rapatriement des corps. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des corps en France? Oui, la semaine dernière, le président de la République française nous a conviés à une rencontre avec les familles des victimes et c'est l'occasion pour moi de réitérer la gratitude du président du Faso au président Hollande pour cette initiative et pour avoir permis que les autorités burkinabées puissent communier avec les familles françaises en détresse, dont on sait que toutes ont des liens avec le Burkina Faso, des liens très forts, des liens de famille, des liens d'amitié ou simplement des partenariats dans le cadre de leurs activités associatives. La décision donc a été prise de rapatrier dans un premier temps tous les corps en France pour pouvoir procéder à l'identification et à la reconstitution de ces corps-là, aux fins de pouvoir les restituer à leur famille. Et évidemment, le gouvernement de la République française a demandé formellement l'autorisation du gouvernement burkinabé, ce qui a été donné. Nous avons répondu par une note verbale marquant notre accord pour que du site de Gossi, tous les corps soient transférés en France. Donc nous espérons que le travail des enquêteurs, qui s'annonce être un travail absolument ardu, pourra permettre de reconstituer les corps et de pouvoir ainsi
les restituer aux familles. Merci en tout cas, Monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau pour nous parler du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et aussi de cet épisode douloureux du crash de l'avion d'Air Algérie. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Et pour la suite du journal, je porte à votre connaissance ce communiqué. Le chef de l'équipe de gestion de crise porte à la connaissance des familles et proches des passagers du vol AH5017 de la compagnie Air Algérie que l'équipe médico-psychologique est désormais basée à l'ex-infirmerie de la présidence du Faso, située côté est du premier ministère. Une permanence y est assurée les jours ouvrables de 8h à 18h. Les membres des équipes sont à la disposition des familles et proches pour leur apporter une assistance médicale et psychologique ainsi qu'une éventuelle orientation pour les problèmes de santé résultant de cet événement douloureux. Des conseils téléphoniques peuvent également être obtenus auprès de la dite équipe en composant les numéros suivants: 50 31 14 12. Le chef de l'équipe de gestion de crise réitère sa compassion à l'endroit des familles endeuillées. Signé donc le chef de l'équipe, le général de brigade Gilbert Diendéré. Suite de ce journal, la Côte d'Ivoire, qui a connu une longue traversée du désert, est un vaste chantier de développement à présent qui attire des investisseurs. Le climat des affaires est aujourd'hui très porteur, nous dit-on, et les opérateurs privés du Burkina Faso sont présents dans plusieurs secteurs d'activité. Ernest Kambiré s'est intéressé aux investisseurs burkinabés en Côte d'Ivoire. Voici ce qu'il nous propose. Avenue Kwame Nkrumah ou le quartier des affaires à Ouagadougou. Il est 8h30 dans la capitale burkinabé. Et comme souvent, Mohamed Sogli rejoint ses bureaux par la plus belle avenue de Ouagadougou. À peine installé, l'homme d'affaires burkinabé rentre en contact avec ses collaborateurs de par la sous-région, histoire de prendre le pouls de ses affaires. À San Pedro, comment tu vois les affaires là-bas? Mais les affaires vont de mieux en mieux. Actuellement, on a 50 à 60 000 tonnes de coton qui sont arrivées à San Pedro. Ça crée des embouteillages, il n'y a pas de place dans les magasins. Pour les forages, c'est pour qui? Café cacao. Café cacao. Vous le constatez chaque matin lorsque j'arrive. Nous prenons effectivement des informations pour avoir la situation et voir au clair où avancent nos affaires. S'informer, rester permanemment au contact des représentations pour être au parfum des moindres détails pour agir vite et au bon moment, c'est ici la clé de la réussite. Ce matin, Mohamed Sogli, à la tête du groupe Sopam Énergie, une société anonyme au capital de 100 millions de francs CFA, est en ligne avec Abidjan et San Pedro en Côte d'Ivoire. Le groupe Sopam Énergie construit des centrales électriques clés à main, installe des lignes et des transformateurs comme ici à Komsilga au Burkina Faso. Depuis 2 ans, Sopam Énergie est en Côte d'Ivoire, dans les plateformes logistiques et portuaires. À San Pedro, le groupe s'apprête à investir 6 milliards de francs CFA dans un gigantesque projet. Actuellement, nous sommes en train de nous investir au niveau du port de San Pedro, donc pour la construction d'une plateforme logistique qui serait composée de magasins et effectivement de chariots élévateurs, de grues, pour recevoir effectivement les marchandises telles que le café, cacao et du coton et autres. Investir dans ce vaste chantier qu'est la Côte d'Ivoire d'après-crise, tout un challenge pour cet homme d'affaires burkinabé diplômé en finance de l'université de Ouagadougou. Aujourd'hui, c'est devenu serein et notre coopération avec la Côte d'Ivoire nous permet effectivement de nous retrouver là-bas. Donc nous sommes accueillis correctement en Côte d'Ivoire. Notre gouvernement a œuvré énormément pour le retour de la paix donc, en Côte d'Ivoire. Cela fait qu'ils sont très très reconnaissants. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est avide d'investisseurs, tant les besoins sont énormes. Besoin de se reloger ou de reconstruire. Et dans ce vaste chantier de développement, Mohamed, seul homme d'affaires burkinabé, a investi dans ce pays voisin. Beaucoup d'autres entrepreneurs burkinabés sont en Côte d'Ivoire, des centaines, voire des milliers. À 34 ans, Ali Porgo joue dans la cour des grands. Le jeune entrepreneur est en Côte d'Ivoire depuis 3 ans où il a déjà investi plus de 2,5 milliards de francs CFA.
sa société Alliance Eco livre en Côte d'Ivoire du matériel immobilier, informatique et bureautique. Sur le domaine de l'informatique, on a livré beaucoup de matériel informatique en Côte d'Ivoire et avec les matériels de construction. Oui, en Côte d'Ivoire, bon, tout ça c'est un groupement. Patron de cette société à responsabilité limitée, Ali Porgo apprécie bien le climat des affaires en Côte d'Ivoire, ce qui lui permet d'y être. Investir en Côte d'Ivoire, c'est vraiment c'est porteur pour tous. Une fois que tu es déjà un Burkinabé, puis tu te présentes déjà, il y a vraiment un regard attentif qui est envers toi. Je ne sais pas comment avant, et nos frères qui partaient en Côte d'Ivoire, et puis maintenant sur la route, ils étaient vraiment dans les difficultés, dans les tracasseries. Mais maintenant, c'est plus ça. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, vraiment, il y a plus que l'amitié. Également investisseur en Côte d'Ivoire, la société burkinabé CGE Immobilier. Dans le district d'Abidjan, CGE Immobilier a acquis un terrain de plus de 90 hectares pour la construction de 3000 logements. Et sur l'ensemble du projet, plus de 80 milliards de francs CFA seront investis pour offrir un logement décent aux Ivoiriens et aux Burkinabés de la diaspora. Sur les 3000 logements, vous avez une partie qui va être du logement social. On pense que ça va être autour de 1000 logements qui vont être développés en social. Les 2000 logements concernant la classe moyenne ivoirienne. Ça va être de l'économique et de l'économique plus. Ces affaires ont besoin d'un bon environnement sécurisé. Et c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils ont un grand chef d'État, un grand président qui est Alassane Ouattara, qui est connu du monde économique, qui rassure, qui rassemble et qui a une très grande ambition pour son pays. Et nous, personnellement, on n'a pas eu de mal à nous installer en Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut dire, le label burkinabé est quand même important parce que les Burkinabés sont vus comme des gens sérieux, des gens intègres. Et ça, je pense que c'est un peu l'image que notre président a donnée en Côte d'Ivoire. À l'unanimité, le milieu d'affaires burkinabé attend beaucoup des sommets et rencontres de haut niveau qui se tiennent dans le cadre du traité d'amitié et de coopération pour peu qu'il en découle des conclusions et mesures concrètes à même d'apporter une stabilité durable, conditions nécessaires pour investir sur le terrain. Toute autre chose à présent, on apprend que tôt ce matin à Houndé, une population en colère a pris d'assaut le commissariat central de police de la ville pour... Non, on reviendra sur ce reportage un peu plus tard dans notre journal. Nous allons vous parler des 20 filles admises au Prytanée militaire du Kadiogo en 2007 et avec pour marraine la première dame du Faso. Et toutes les 20 jeunes filles ont été admises au baccalauréat cette année. Les jeunes filles sont allées tout naturellement dire merci à Chantal Compaoré. Et c'est une marraine fière de ses filles, donc qui s'est engagée à les soutenir pour leurs études supérieures. Adama Koulibaly. Elles sont 20 filles à avoir été admises au PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo, lors de l'ouverture de cette école filles en 2007. Ces 20 pionnières ont toutes passé avec succès le baccalauréat session 2014, d'où un taux de 100% pour cette première promotion. Elles sont ainsi allées dire merci à leur marraine en la personne de la première dame qui les a soutenues depuis 7 ans. Depuis lors, vous n'avez ménagé aucun effort pour améliorer nos conditions de vie et d'études au Prytanée militaire du Kadiogo. Nous craignons de manquer les mots justes pour témoigner toute notre reconnaissance. Chère marraine, vos inlassables soutiens en faveur de la promotion ont produit des résultats probants. En effet, ce soutien nous a permis de clore de façon magnifique nos 7 années d'études dans cette prestigieuse école avec un taux de réussite de 100% au baccalauréat. Toutefois, comme tout bachelier soucieux de son avenir, nous sommes confrontés à certaines difficultés, à savoir celles des études supérieures. Nombreuses sont celles qui désirent aller poursuivre leurs études à l'extérieur. Cependant, les conditions ne nous donnent pas toujours l'occasion.
Chantal Compaoré les a exhortés à la culture de l'excellence et réitéré son engagement à les soutenir pour la suite de leurs études. Pour moi, c'est une très grande fierté et je ne peux que vous dire merci. Merci parce qu'au départ, ce n'était pas évident. On se disait, est-ce que ces filles-là allaient réussir? Ainsi de suite. On était un peu, disons que les hommes étaient un peu sceptiques. Mais moi, j'avais bon espoir en vous. Et je crois qu'aujourd'hui, l'espoir a payé, non? Je suis pour la promotion de la fille. Donc, il faut qu'on vous pousse, il faut que vous arriviez à être aussi des responsables du PMK, pourquoi pas? Hein? Et donc, je crois que tout ça, nous allons en discuter avec vos responsables. Ce que je peux faire pour vous, je le ferai. Vous pouvez compter dessus. Actuellement, le PMK compte 459 élèves, dont 144 filles de 3 nationalités, béninoises, burkinabè et nigériennes. Il a fait un taux de 100% pour la session 2014 aux examens de BPC et de baccalauréat. Il a pour vocation la formation intellectuelle et physique des cadres militaires et civils. Voilà, des filleuls et une marraine très heureuse. Et puis, comme je le disais tantôt, on apprend qu'à Houndé, très tôt ce matin, une population en colère aurait pris d'assaut le commissariat central de police de la ville pour tenter de récupérer 2 fillettes que l'on soupçonne avoir été victimes d'enlèvement. Et très vite, la situation est devenue incontrôlable et le commissariat a été incendié, causant d'énormes dégâts. Une équipe de reportage s'est rendue sur les lieux. Voici le constat de Moumouni Barou. Voici ce qui reste du commissariat central de police nationale de Houndé après la furie des manifestants. Les bureaux sont en feu, les documents sont calcinés, l'armement du commissariat est rendu inutilisable, les engins du personnel et des particuliers n'ont pas été épargnés. Les soldats du feu tentent de sauver ce qui peut l'être, mais apparemment pas grand-chose à récupérer. Nous sommes en train de faire le point pour dresser là une situation exacte de la perte subie. Mais vous voyez déjà le bâtiment est allé carrément cramé totalement. Rien n'a pu être sauvé apparemment du bâtiment. Il y a deux agents que j'ai aperçus qui ont reçu des jets de pierre, mais bon, c'est des blessures légères, ça va à ce niveau. Effectivement, bon, j'ai été témoin de la façon dont les faits se sont passés depuis hier nuit jusqu'à ce matin. Bon. Donc il est revenu effectivement qu'il y a 2 jeunes filles qui sont accusées d'enlèvement d'enfants au cours de la nuit et des passants les auraient appréhendés et puis conduits à la police. Alors lorsque le quartier a été informé, bon, les gens se sont mobilisés pour venir faire justice eux-mêmes. Donc on leur a pu faire entendre raison hier. On a pu les calmer, mais ce matin encore, ils sont revenus encore plus nombreux. C'est ça qui a conduit aux incidents et vous constatez en fait les dégâts qui se sont passés au commissariat. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, présent également sur les lieux, dut être venu pour s'enquérir de la situation et apporter son soutien aux agents de sécurité. Donc nous sommes venus faire le constat et saisir l'occasion pour reconforter le personnel sur place et également les encourager puisque déjà les interpellations sont en cours. On a déjà arrêté 13 personnes et les investigations se poursuivent. Et comme personne ne doit se rendre justice, nous avons saisi l'occasion pour lancer devant le maire l'appel à la population pour qu'on puisse prêter main forte à la sécurité et qu'on puisse vraiment identifier tous les meneurs, tous les acteurs de l'acte déplorable qui a été posé afin qu'on puisse les poursuivre devant la justice. Les 2 filles accusées de tentative d'enlèvement seraient actuellement en lieu sûr, selon la source sécuritaire, en attendant les investigations pour élucider cette affaire.
Autre point de l'actualité, Kofi Annan est au Burkina Faso, un séjour à mettre au compte de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. L'ancien secrétaire général de l'ONU et président du conseil d'administration de l'organisation a visité ce matin les réalisations financées par la structure à Nagréongo, une visite suivie d'un entretien avec les populations autour du projet Microdose que l'ONG finance. Frédéric Etienne Bassenga. Kofi Annan entre les lignes de réalisation financées par son organisation l'AGRA dans la commune rurale de Nagréongo. En compagnie de son épouse, le président du conseil d'administration de l'Alliance pour la révolution verte en Afrique se fait expliquer la portée de cet entrepôt qui permet le stockage de semences et de cette boutique d'intrants réalisée par le projet Microdose. Juste à côté, à la rencontre des populations de la localité, l'ancien secrétaire général de l'ONU a même droit à une démonstration de cette technologie qui permet de réduire les souffrances des populations. C'est une machine qui peut aider les paysans. Et ça, c'est très important parce que de couper l'aide du travail de 30 heures jusqu'à 3 heures, ça c'est très important. Kofi Annan a surtout échangé avec les populations de cette localité. Tour à tour, femmes et hommes lui expliquent les changements intervenus dans leur vie grâce au projet Microdose. Grâce à Microdose, nos champs produisent de plus en plus. Avec également le warrantage initié par le projet, notre vie a vraiment changé. Pour l'ex-secrétaire général de l'ONU, toutes ces réalisations sont la preuve que l'Afrique a les moyens de se nourrir. Il ne faut que de la volonté pour y arriver. Je suis inspiré par le travail que la communauté et les fermiers sont en train de faire. Comme je disais, on peut se nourrir, pas seulement au Burkina Faso, mais l'Afrique est aussi aider à nourrir le monde entier. Parce que vraiment, il faut transformer l'agriculture, qui jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait. Je crois qu'on commence à prendre ça au sérieux. Et là, je suis très content. Créé en 2006 avec la conviction que l'investissement dans l'agriculture constitue la meilleure manière de réduire la pauvreté et la faim en Afrique, l'AGRA aide à travers le continent africain les petits producteurs. Et pour le Burkina, Kofi Annan a tenu à rassurer. Toutes ces réalisations ne sont qu'un début. L'AGRA renforcera son soutien aux producteurs du Faso. Et puis, on annonce que la nouvelle politique tarifaire de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ne devrait pas apporter grand changement sur les factures d'eau. Elle prend effet dès la fin de ce mois de juillet et c'est l'information qui a été donnée à la presse ce matin. Touboum Evelyne Dabiri. L'information principale donnée à cette conférence de presse par l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, est la mise en application de la nouvelle politique tarifaire. En ce qui concerne cette politique tarifaire qui a été adoptée par le gouvernement, je dirais qu'elle se caractérise par le maintien du tarif au niveau des bonnes fontaines, c'est sans changement. Tous ceux qui sont sur la première tranche, c'est sans changement, nous ne les avons pas changés. La redevance n'a pas changé, les taxes n'ont pas changé. Les éléments majeurs de changement que vous pouvez noter, c'est un effort, une baisse de la tranche maximale qui était à 30 mètres cubes qu'on a ramené à 25 mètres cubes, la tranche supérieure. Puisqu'avant on était à un tarif à partir de 30 mètres cubes, vous avez un tarif supérieur, c'est cette tranche qui a été revue à la baisse au lieu de 30 mètres cubes, nous l'avons ramené à 25. Et nous avons procédé également à l'intérieur de la tranche entre les 16 et 25 à un ajustement de 15 francs. À partir de 25 mètres cubes de consommation, le tarif au mètre cube passe à 1070 francs. Le prix du seau d'eau, de la bassine ou du fût aux bornes fontaines reste aussi inchangé, les frais de branchement. Ces tarifs seront applicables à partir de la consommation du mois de juillet, dont les factures seront disponibles en mi-septembre. La stratégie nationale d'entretien et de sécurité des aménagements hydrauliques soutenue par le Millennium Challenge et Compte vient d'être validée. C'est l'un des axes de la mise en œuvre de la composante gestion de l'eau et irrigation du projet développement agricole Zalissa Sanfo.
élaborer une stratégie pour renforcer la gestion des infrastructures hydrauliques au Burkina Faso. C'est l'objectif de la présente rencontre. Une rencontre au cours de laquelle les acteurs vont amender et valider le rapport provisoire des études réalisées par le Millennium Challenge et Count sur la sécurité des aménagements hydrauliques. Force est de constater que ces aménagements hydrauliques sont dans un état de forte dégradation. Les taux aussi, nous les avons donnés tout à l'heure, nous avons près de 85% de nos aménagements hydrauliques qui sont dans un état de dégradation avancée. Les infrastructures hydrauliques ne seront profitables à long terme que si et seulement si elles s'accompagnent d'entretien. C'est non seulement la validation de ce schéma de sécurité nationale, mais c'est aussi le plan quinquennal, ce qui est très important pour la pérennisation des investissements non seulement de MCC, mais aussi dans les 1015 barrages à travers le pays, plus les 790 retenues d'eau. Donc c'est très important, c'est l'entretien qui va en fait ajouter à la durabilité de ces investissements. À l'issue de cet atelier, les différentes concertations avec l'ensemble de tous les acteurs concernés devront permettre d'aboutir à une stratégie appropriée sur la sécurité des aménagements hydrauliques au pays des hommes intègres. À Bobo-Dioulasso, la Chambre de commerce et d'industrie cherche des solutions aux difficultés qui entravent la conteneurisation au Burkina Faso. La réflexion sur cette problématique a réuni différents acteurs intervenant dans le domaine des transports. Kadou Romenki. 20%, c'est le taux de transport des marchandises au Burkina Faso par conteneur. Ce taux est de 50% en Afrique et de 80% dans le monde. Pour promouvoir cette technologie au Burkina Faso, divers acteurs, chefs d'entreprise et responsables de sociétés intervenant dans la chaîne de transport se sont réunis ici à Bobo-Dioulasso autour de la problématique de la conteneurisation. Pour les chambres de commerce, il a fait le calcul pour trouver que le Burkina il est derrière par rapport à d'autres pays. C'est pourquoi ceux qui ont occupé le problème de conteneurisation pour les chambres de commerce, c'est lui qui a organisé les réunions à Ouagadougou. Les deuxième réunions qu'il commence à faire aujourd'hui ici, pour concerner tous ceux qui ont chargé les conteneurs et qui font venir à poser leurs questions. Parce que peut-être il y a des questions où il y a des problèmes. Donc on voulait négocier avec les armateurs pour trouver les solutions. La faible conteneurisation au Burkina Faso trouverait son explication dans la cherté de ce moyen de transport. Si l'on parvenait à aplanir cette difficulté, le Burkina pourrait tirer profit de cette technologie. Le conteneur a beaucoup d'avantages en termes d'abord de sécurisation de la marchandise qui est contenue dans le conteneur, en termes donc de nombreuses mesures de facilitation douanière. Vous savez qu'une marchandise conteneurisée, quand elle quitte le port, elle est contrôlée au port, à la frontière et à l'arrivée. Donc elle ne fait pas l'objet d'autres contrôles. Également, le conteneur permet d'accélérer la rotation même des moyens de transport. Vous savez, quand vous arrivez avec le conteneur, on dépose simplement le conteneur, le camion repart. Il n'y a pas de temps fou pour notamment la manutention de la marchandise, etc., etc. Cet atelier de réflexion a pour thème actionner les leviers de promotion de la conteneurisation pour l'optimisation de la chaîne de transport. Deuxième du genre, le premier a lieu à Ouagadougou en mars dernier sous forme d'un séminaire national et a connu la participation de 163 acteurs de la chaîne de transport. L'UEMOA veut un code plus moderne et qui réponde aux normes internationales, mais qui prend aussi en compte les besoins des communautés. Les projets de loi et règlements ainsi mis à jour sont en cours de validation à Ouagadougou. Zalissa Sanfo. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA s'active ici à valider son nouveau code des douanes. Une révision qui a pour but de doter l'Union d'un instrument moderne, consensuel, harmonisé et qui respecte les normes internationales. Cela devrait à terme permettre de faciliter les échanges par un allègement des procédures douanières. Le code de douane a été conçu dans les années 2000 et aujourd'hui avec l'évolution de l'environnement économique international où on parle beaucoup de facilitation des échanges, faire en sorte qu'il y ait davantage de fluidité dans les échanges commerciaux entre les différents pays. Il était important que nous révisions notre code de douane. Des textes pour des échanges fluides,
pour une monnaie unique, pour la réduction des coûts et des délais de transaction. Il en existe au sein de l'UEMOA. Mais des textes et de leur application, il y a un pas de géant. Et les experts promettent se pencher sur la question au cours de ces échanges. Nous avons beaucoup de textes qui ont été pris. Et maintenant, le problème, c'est de voir leur application sur le terrain. Bon, à ce niveau-là, il faut dire que la commission de l'UEMOA vient de mettre en place un nouveau mécanisme de revue annuelle qui implique donc tous les ministères, y compris les chefs de gouvernement des différents États membres. Nous avons commencé donc cette procédure-là cette année et nous allons évaluer et puis voir ce que ça va donner. Cela nous permettra effectivement de savoir que non seulement quel est l'état d'application, mais surtout les difficultés. Parce que nous ne savons pas pourquoi certaines dispositions ne sont pas appliquées. Les experts avaient déjà réfléchi sur la question de mise à jour et de promotion des instruments douaniers de l'UEMOA à Cotonou puis à Abidjan. Et tous espèrent que la rencontre de Ouagadougou, siège des organes, va permettre de parachever le travail et de mettre à la disposition de l'Union un code prêt à régir. Le magazine Science Campus Info se veut un support de diffusion des travaux de fin de cycle, mais également des résultats des recherches. Le premier numéro a été présenté au journaliste Claudine Bikaba. Le nouveau magazine vient de voir le jour. Dénommé Science Campus Info, son premier numéro présenté à la presse traite de multiples sujets, dont l'espace, la technologie et les universités. L'objet de ce point de presse est de présenter donc le numéro 001 au lecteur et faire savoir donc à tous ceux qui veulent s'informer sur l'actualité de la science, sur l'actualité des universités, que le journal Science Campus Info est disponible. Le public cible de Science Campus Info, c'est les étudiants, les chercheurs et tous ceux qui veulent se cultiver à travers les travaux de recherche qu'il se chargera de divulguer. Science Campus Info est là pour informer tout le monde. Science Campus Info est là pour que les chercheurs soient entendus. Science Campus Info est là pour que l'expression des étudiants en fin de cycle soit diffusée. Science Campus Info se veut être un magazine professionnel. Pour cela, tout travail de recherche ou de fin de cycle des étudiants ne sera diffusé que lorsqu'il sera validé par un conseil scientifique. Et puis le carnaval dodo a encore fait le bonheur du public durant le mois de Ramadan. La phase finale de la compétition a connu la participation de 10 groupes à Ouagadougou et c'est le secteur 11 qui a remporté le trophée de cette 44e édition. La Maison du Peuple a refusé du monde le 29 juillet dernier, jour de l'Aïd el-Fitr. Zalissa Sanfo. Au rythme des tam-tams, entre chants et danses, ces dodos valorisent la culture burkinabé. Cela est aussi perceptible à travers l'incarnation des faits et gestes d'un animal sauvage qui met en exergue la relation existante entre l'homme et la nature. Comme chaque année, au soir du Ramadan, c'est un public mobilisé qui a envahi la cour de la Maison du Peuple. Moi-même, j'ai dansé le dodo dans les années 1979-80. Je suis né à Larlé. Le dodo a été valorisé par ces messieurs de Larlé, alors par un vieux qu'on appelait Goham à son temps. Alors en 1979, quand on a commencé à danser le dodo, on s'est intéressé comme ça. Et que ce même dodo, il y a des carnavals qu'on va en Europe un peu partout, qu'on peut aussi initier nos dodos, aller en Europe et puis essayer de valoriser la chose. Au compteur, 44 années d'expérience. C'est donc un festival par excellence qui valorise le dodo introduit au Burkina Faso vers les années 1800. Cette année, on a essayé d'organiser pour que les enfants puissent se donner parce que chaque fois que vous les voyez en scène, ils n'ont pas... c'est pas bien organisé. Et cette fois-ci, on a tout fait pour les mettre sur les rails. Puis on a cherché vraiment des gens qui les ont accompagnés pour qu'ils soient à cette hauteur. Ce carnaval de dodo est une compétition qui oppose chaque année 10 groupes de dodo représentés par secteur. Et pour cette édition, c'est le secteur numéro 11 qui décroche le premier prix d'une valeur de 200 000 francs CFA. Des résultats qui ne sont prononcés qu'au lendemain de la compétition
pour éviter d'éventuelles frustrations, selon les organisateurs. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.